Bonsoir, Madame Douja Garbi. Bienvenue à l'Afterwork des Game Changers by African Valley. Nous sommes très contents de vous recevoir ce soir. On a vu une toute petite présentation sur ce petit film, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Présentez-vous et comme ça, après, on poursuivra. Bien sûr, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour cette aimable invitation. D'abord, j'apprécie énormément le nom Game Changer parce que pour moi, le mot changement a beaucoup de sens pour moi. Enfin, je pense que tout mon parcours est basé sur des changements que j'ai toujours voulu pour ne pas rester à la même place. Donc, le changement a beaucoup de sens il prend beaucoup de valeur pour moi dans ce que vous faites. Je vous félicite pour tout ce travail que vous faites au sein de African Valley. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je suis enchantée de rencontrer ce beau monde qui vient de se présenter aujourd'hui, tous autour de l'Afrique, des membres de la diaspora, des Africains comme moi, peut-être dans leur pays aussi. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Je ne sais pas si tu veux que je me présente tout de suite, Oui, oui, un tout petit Dimitri. peu, un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu, voilà. Donc, je suis entrepreneur à la base, hein. J'ai fait mes études universitaires en Tunisie. Ensuite, je suis partie à Paris pour terminer, mais j'ai laissé tomber tout de suite. Je suis rentrée parce que je voulais entreprendre. Je n'ai pas voulu terminer mes études. Je n'ai pas terminé mon troisième cycle à Paris, que je comptais faire à Paris. Et je suis rentrée parce que en passant une année ou un peu moins à Paris, je suis rentrée. J'avais beaucoup d'idées pour entreprendre. Et je suis rentrée pour créer ma première entreprise très jeune. J'avais à l'époque 22 ans. Donc, 23 ans, la première entreprise avait démarré et c'était une série, après, c'est une série de projets et d'entreprises que j'ai pu faire dans divers domaines, en suivant un peu les opportunités qui se présentent, en suivant un peu mon flair par rapport à tel ou tel secteur, jusqu'à ce que je crée juste l'année dernière ma dernière création. Je crée une dizaine d'entreprises. La dernière, c'est l'accélérateur Head Start Tunisie, qui, pour moi, il chapeaute un peu toute une carrière parce qu'en parallèle de mon job d'entrepreneur, on va dire, j'ai aussi travaillé, j'ai beaucoup œuvré dans les organisations professionnelles donc, en tant que bénévole. J'ai beaucoup travaillé dans le bénévolat, dans des organisations qui travaillent sur le secteur privé et l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai aussi travaillé pendant une quinzaine d'années, bon, je travaille encore, en tant qu'expert avec des organismes internationaux, notamment avec l'ONUDI qui m'avait formé, qui avait trouvé que j'avais un profil intéressant d'entrepreneur qui connaît bien le terrain, mais en même temps d'expert qui accompagne, qui sait, qui a déjà commencé à faire bénévolement en tant que mentor pour accompagner des jeunes entrepreneurs. Et donc, j'ai été formée par l'ONUDI pour devenir formatrice, accompagnatrice aux formateurs accompagnateurs, à des entrepreneurs. J'ai fait pas mal de projets en Tunisie. Ensuite, il y a eu des projets qui sont sur la région Afrique du Nord, MENA. J'ai beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat féminin avec ces organismes entrepreneuriaux. C'est l'une de mes expertises approfondies, on va dire. Et voilà. Donc, je gère aujourd'hui Headstart Tunisie. J'ai aussi deux autres entreprises que je gère. Et j'investis encore. Je viens de créer aussi un réseau de business angels, de femmes business angels, des femmes tunisiennes et des tunisiennes de la diaspora qui souhaitent investir dans des projets d'entrepreneurs en Tunisie. Ah bah, Voilà, globalement, j'ai c'est super. résumé rapidement. Ah non, non, mais écoute, c'est extraordinaire parce que ce que tu viens de dire va me permettre de dire à tout le monde comment en fait j'ai fait ta connaissance. C'est parce que j'ai vu sur le réseau LinkedIn, pour ne pas le citer, qu'en effet, sur la partie des femmes, tu développais énormément des choses. Et puis moi, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, elle fait tout ça et en plus, elle est en Tunisie, quoi. Alors, attends, on va le prendre bien. Moi, je suis allé deux fois en Tunisie, une fois à Djerba et une fois à Monastir. C'était pour les vacances. Mais ce que j'ai vu, c'était formidable. J'étais très bien accueilli. Mais quand même, la curiosité, nous qui sommes de l'autre côté, là, un peu, hein, on se dit, mais en tant que femme, tu as réussi à faire tout ça. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué? Comment tu t'es sorti de là pour pouvoir nous amener ces projets et surtout avoir cette cause pour les femmes?
D'accord, oui, mais bon, de toute façon, je suis ravie que tu connaisses un peu la Tunisie, Dimitri. Il va falloir revenir après cette situation un peu difficile, on va dire, en ce moment qu'on vit dans le monde entier. Mais je serais ravie que tu sois de retour en Tunisie. Et je suis ravie déjà que tu as aimé d'une certaine manière. J'espère avoir l'occasion de te présenter un peu plus la Tunisie avec un regard local, on va dire. En tout cas, et bien sûr, l'invitation est ouverte à tous nos participants ce soir, les membres de ton réseau. Alors, je vais être très honnête avec toi, je n'ai pas eu de difficulté à faire ce que j'ai envie de faire en Tunisie. Ça ne veut pas dire que tout est parfait en Tunisie, mais vous savez très bien que la femme tunisienne a des droits très, très développés. Nous avons c'est-à-dire nous avons été émancipés du temps de Bourguiba, pour ceux qui connaissent, celui qui a un peu libéré la Tunisie du colonialisme et qui a construit une Tunisie moderne, et il a beaucoup misé sur la femme tunisienne. On a notre statut le code de statut personnel qui donne beaucoup de droits à la femme tunisienne, au-delà de ce qu'on voit même dans beaucoup de pays modernes et européens ou internationaux. J'ai été éduquée aussi au sein d'une famille qui encourage beaucoup la femme. Donc, nous avions j'ai des tantes qui étaient parmi les premières femmes tunisiennes qui ont travaillé dans certains secteurs, etc. Et on encourage beaucoup la femme tunisienne. Je ne vais pas vous dire que c'est le cas sur toute la Tunisie. J'ai la chance d'avoir été éduquée à la capitale, à Tunis. Et je peux vous dire que dans les grandes villes, les grandes capitales, j'aurais du mal à croire qu'une femme peut avoir des problèmes pour entreprendre ou pour faire quoi que ce soit qu'elle a envie de faire. Mais ceci n'empêche que dans certaines régions moins dotées, plus défavorisées, enfin, on peut rencontrer des difficultés, mais elles sont plus d'ordre culturel et sociaux que d'ordre économique ou d'ordre. C'est-à-dire que on ne verra pas de femme qui se présenterait à une banque, même si la banque elle est dans une région moins dotée, qu'elle se ferait refuser un crédit, sauf si, à condition bien sûr que le projet tienne la route et qu'il soit profitable et que la banque est convaincue de l'entrepreneur et du projet. Ceci dit, moi j'ai entrepris beaucoup de choses. J'ai commencé par un premier projet. Chaque 2, 3 ans, je crée un autre projet. C'est pour ça que je vous ai dit il y a une dizaine. J'ai à peu près 25 ans de carrière. Et donc là, à chaque fois que je me présente ou que l'occasion se présente, quand je veux entreprendre, je n'ai eu que des encouragements de la part de mon entourage. Et c'est ça la première condition, pour être très honnête. Et ensuite, quand je me présentais auprès des banquiers, bon, la première fois, c'est vrai que le premier projet c'était de l'autofinancement. C'était ma famille qui m'a soutenue, les fools, hein, vous savez, c'est les fous qui financent un peu les proches. Et ensuite, bon, ça a marché, hein, le premier projet a vraiment cartonné. Il m'a même permis de créer les autres derrière. Donc, ça ne veut pas dire que tous mes projets avaient réussi, hein, tout ceci. Et je partage très sincèrement et très clairement mon expérience. J'ai eu des succès, mais j'ai eu aussi des échecs. Mais moi, je suis du genre de personnage qui prend les échecs comme des leçons et j'apprends et je me relève tout de suite et je recommence sans effet. J'ai même pas besoin d'aller voir un psy. Donc voilà, ça se passe d'une manière très naturelle parce que je suis quelqu'un qui est convaincu que la vie est faite de succès et d'échecs. Donc les échecs sont là pour nous former, pour nous forger et pour qu'on devienne plus fort et plus perfectionniste et on a plus d'expérience, etc. Donc voilà, j'ai pas eu de difficultés, très honnêtement, et tout le long de ma carrière, chaque fois que j'ai envie d'entreprendre quelque chose, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le bénévolat, tout ce que j'ai pu faire, je n'ai eu que des encouragements de la part des hommes et des femmes de mon pays, et puis de la part aujourd'hui de beaucoup de mes partenaires internationaux que j'ai eu la chance et l'opportunité de créer au sein d'un grand réseau national et international.
Voilà, maintenant, voilà, c'est une question de personnalité aussi, hein. Les femmes, si on est convaincu, on sait convaincre les autres et donc ça va comme ça. Donc, on n'a pas plus de difficultés ni plus de facilité que d'autres. Il y a plus ou moins, chaque pays a ses enfin, ses spécificités, mais en tout cas en Tunisie, on n'a pas réellement de contraintes, parce qu'on est une femme, qu'on ne pourra pas faire tel ou tel projet, mais c'est en ayant les compétences, le charisme qu'il faut, le caractère et puis les arguments pour convaincre son vis-à-vis. Ah bah, c'est super. En tout cas, merci pour ce message qui va à l'endroit, en tout cas, de tous ceux qui sont là et puis de tous ceux qui nous suivront par la suite. Et aussi ce côté où tu nous as raconté que voilà, tu as eu en effet des succès, tu as eu aussi des expériences qui t'ont permis d'apprendre. Et tu nous as dit bah, que, en effet, tu avais opté pour un troisième cycle, mais finalement, le côté entrepreneurial t'a rappelé un peu, t'a ramené dans ton pays et pour lancer une entreprise. Et quand tu as commencé, est-ce que tu t'es entourée au départ? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as d'abord été toute seule? Est-ce que tu as été chercher des appuis pour entreprendre, en dehors de la partie financière que tu nous as raconté tout à l'heure? Comment ça s'est passé? C'est une très bonne question aussi. Bon, il faut dire que quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé vraiment toute seule. Je me rappelle, j'avais une amie et j'avais un partenaire qui est aujourd'hui mon mari, en fait, mais on avait commencé à entreprendre avant de nous marier, qui, lui, était là plutôt pour être mon associé parce qu'il a cru dans le projet. Il a mis un peu d'argent avec moi autant que moi. On a créé l'entreprise ensemble. Et puis, j'avais une amie qui était là, qui a vraiment cru dans mon idée, la première, et j'ai commencé toute seule. Je vous assure que je ne savais même pas de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'une entreprise. Pour moi, l'idée était intéressante, et d'ailleurs j'ai pris de Paris, c'était des supports de publicité que j'ai piqué un peu l'idée du métro de Paris. Et en rentrant, je me suis dit, on a des métros aussi qui étaient tout neufs à l'époque et où il n'y avait pas de publicité. Je suis rentrée, je me suis dit, je vais le faire. J'ai passé 6 mois à aller à l'administration. Et je pèse mes mots parce qu'aujourd'hui, je connais le poids de l'administration. À l'époque, j'étais très spontanée. Vous savez, si j'avais cette expérience aujourd'hui, j'aurais même pas approché l'administration de peur qu'on me fasse marcher comme on l'a fait. Mais j'étais tellement dans la fougue de ma jeunesse et dans l'envie de faire ce projet-là, que j'ai passé 6 mois aller à faire des allers-retours avec une administration, celle qui gère les métros légers de Tunis, pour leur proposer une idée folle, complètement folle, parce qu'au départ, ils m'ont regardé avec des yeux tout rands, genre, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle va te faire des trous dans le métro pour mettre ses publicités et machin. J'ai pas lâché. Je vais passer facilement 6 mois à les convaincre pour que finalement je signe un contrat qui valait de l'or parce que j'avais toutes les grandes marques tunisiennes, enfin, qui sont en Tunisie. C'est pas que tunisienne. Il y avait Nestlé, il y avait Nescafé, je ne sais plus quoi, plein de marques de consommation qui me payaient, mais payaient cher pour leur offrir ces espaces publicitaires dans le métro. Et puis j'avais fait aussi des petites campagnes avec de grandes entreprises en Tunisie pour des conseils en publicité, etc. Et j'avais aucune expérience, croyez-moi, que ma jeunesse et ma fougue et mon envie d'entreprendre et l'envie de faire quelque chose. C'est rigolo parce que vraiment, je ne comprenais rien du tout à l'entrepreneuriat et j'ai appris sur le tas. Après, je devais apprendre comment faire des déclarations d'impôts, comment faire des fiches de paie, comment déclarer la sécurité sociale, comment faire. Alors, c'était très compliqué pour moi, mais je le faisais au fur et à mesure en posant des questions à des gens qui ont de l'expérience. Bon, mon mari, entre-temps, était aussi dans les affaires, donc il me conseillait un petit peu, mais je n'avais pas l'aide qu'ont les jeunes aujourd'hui avec ce que je fais, par exemple, moi, avec Red Start. Vous voyez, je leur dis d'ailleurs, quand je fais des conférences dans les universités ou avec des étudiants, ou quand je reçois des jeunes qui démarrent avec des startups et tout, je leur dis, vous avez une chance inouïe d'avoir autant d'organismes d'appui et de soutien à l'entrepreneuriat en Tunisie et ailleurs, d'ailleurs partout dans le monde, parce qu'à mon époque, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que l'API, qui est l'agence de promotion de l'industrie et tout ça, où on avait un guichet unique où
on pouvait créer l'entreprise très rapidement, mais il n'y a aucun conseil derrière et je n'ai bénéficié d'aucun conseil. Mais bon, bien entendu, j'ai fait des erreurs, hein, toutes choses égales par ailleurs. J'ai fait des erreurs stratégiques du type le deuxième projet que j'ai lancé 3 ans après, parce que il était plus motivant pour moi et j'étais très engouée par le projet. J'ai fermé la première entreprise. Bêtement, je ne savais pas déléguer, je n'étais pas conseillée pour déléguer parce que j'aurais pu tout simplement recruter une bonne personne, un bon manager qui continuerait à faire le projet. Mais j'ai décidé excusez-moi pour le mot, par bêtise, erreur de jeunesse, de dire il n'y a que moi qui peux gérer ce projet. Donc je le ferme parce que j'ai un deuxième qui démarre et qui est plus important, qui est dans l'industrie, etc., et qui va me ramener plus d'argent, qui va être plus important que le premier, qui était basé sur les services et tout. Mais je le regrette parce que depuis que j'ai rendu ce support à la société de métro léger, plus personne n'a fait ça, alors que c'est un truc qui est très intéressant, qui peut ramener encore beaucoup d'argent. Donc, vous voyez donc, j'ai pas été guidée, j'ai pas été conseillée, j'ai fait des erreurs, mais au fur et à mesure, je suis un peu autodidacte en entrepreneuriat. Donc, c'est bien, je trouve que c'est très bien aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de partager toute mon expérience avec les jeunes, avec des entrepreneurs, avec des femmes, pour leur dire, voilà, quand on a envie, tout est possible, quoi. Tout à fait. Bah, écoute, bravo, chapeau pour cette expérience, parce qu'en effet, pour certains qui ont eu cette chance, il faut aller dans certaines écoles de commerce pour apprendre tout ce que toi, tu as appris sur le tard. On va dire ça comme Exact. ça. Et je pense qu'en effet, toutes les personnes que tu accompagnes auprès de Restart, mais on va en parler, doivent être vraiment contentes de t'avoir parce que c'est important d'avoir comme ça quelqu'un qui s'est posé toutes les questions qui se posent aujourd'hui, mais en plus, tu apportes des réponses maintenant structurées et ça, on va le voir après. Tu nous as parlé tout à l'heure, je ne savais pas déléguer, je ne savais pas comment faire. Raconte-nous un peu comment se passe le management en Tunisie. Voilà, comment il se pratique? Bon, c'est une question très pertinente, Dimitri, parce que je pense que moi, je suis allée vers Red Start parce que pour moi, Red Start, c'est un peu l'aboutissement d'une longue carrière quand même dans l'entrepreneuriat, mais en parallèle dans le conseil. Comme je vous ai dit, moi, j'ai passé les 10 premières années de ma carrière à créer des entreprises. Euh, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai ouvert, j'ai fermé, il y a un peu de tout dans cette carrière-là. Mais en parallèle, et depuis mes années d'études à la fac, j'aimais contribuer à des actions, on va dire, bénévoles, ou faire du bénévolat, contribuer à organiser des choses dans la société civile, dans les associations, dans les organisations professionnelles et tout le reste. Et j'ai découvert que, donc en parallèle, j'ai commencé à travailler 10 ans après. J'ai commencé à travailler pour les Nations Unies, j'ai été formée, etc. Et je commençais à côtoyer très sérieusement les entreprises, au-delà de la mienne, qui, bien sûr, comme tout entrepreneur, tête dans le guidon, je ne pouvais pas voir les points forts et les points faibles de mon management, mais j'ai commencé à le comprendre quand j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs. Au départ, c'était du bénévolat, j'étais mentor, parce que je considérais que j'avais un peu d'expérience, que je pouvais partager avec des jeunes et j'aimais bien ça. Alors du coup, je commençais à échanger, etc. Et franchement, j'ai découvert que généralement, hein, je dis bien surtout pour les petites entreprises, les PME, les TPE, j'ai trouvé que les gens, ils entreprennent parce ils ont une belle idée, ils croient en leur idée, mais ils ne savent rien faire. Et quand ils sont la tête dans le guidon et quand ils sont dans la gestion de l'entreprise et quand ils sont entre, je dirais, le marteau et l'enclume, entre le client, le fournisseur, la banque et les paiements, le loyer, etc., ils ne regardent plus le management. Ils gèrent au jour le jour. Et moi, de mon parcours, tout au long de mon parcours, j'ai compris que gérer le jour, on ne se développe pas, on reste petit. Si on est créé petit, on reste petit. Si on est moyen, on reste moyen. Ça, si jamais, on ne perd pas et on ne ferme pas. Ça, c'est toute mon expérience qui le dit. Et en plus, j'ai beaucoup côtoyé les institutions de financement et j'ai vu réellement qu'il y a une dichotomie entre tout ce qui est financement micro, méso et grande entreprise, ce sont des structures différentes et il n'y a pas les liens entre les deux. Alors, quand je parle avec les institutions financières, ils me disent oui, mais il n'y a pas d'entreprise prête
pour aller d'une échelle à une autre. Et les entrepreneurs, ils disent, oui, moi, je ne trouve pas le financement pour passer en échelle. Alors que réellement, quand j'ai étudié la situation, j'ai trouvé que, en fait, les entreprises ne sont pas réellement prêtes à aller à l'échelle parce que dans leur management, ils oublient tout ce qui est stratégie de développement, tout ce qui est stratégie de croissance, tout ce qui est prévision, tout ce qui est voilà, c'est le management vraiment profond où vraiment on passe de l'échelle à être le manager je gère le quotidien d'une entreprise et je m'occupe du développement. Moi, j'ai compris à un certain moment. Moi, à un certain moment, j'ai stabilisé une équipe. Je ne sais plus à quel nombre de sociétés j'étais, mais en tout cas, j'ai stabilisé une équipe et je leur ai dit, voilà, dans la gestion quotidienne, c'est vous. Moi, je suis là pour vous guider, pour signer, pour faire des choses importantes, mais je voudrais me dédier au développement. Et c'est là où j'ai commencé à créer des choses plus structurées, à créer des entreprises plus réussies et à faire d'autres choses comme ce que je suis en train de faire par ailleurs, les missions de conseil ou des gestions de projets importants qui me passionnaient, etc. Et donc, j'ai pu me développer et personnellement et professionnellement. Bah, super, super, super. Merci en tout cas pour cette approche qui permet à nous autres, là, lorsqu'on lance des projets ou quand on entreprend, en tout cas, voilà, de bien intégrer cette dimension de savoir, en fait, faire développer sa structure en même temps que l'entreprise croît. Et ça, c'est vraiment Tout à juste. fait. Alors, j'aimerais que tu puisses nous parler un peu des opportunités qu'on a d'investir en Tunisie, puisque c'est vrai que tu as aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu faire, tu peux nous donner comme ça un peu des petites idées. Par exemple, voilà, moi j'arrive à l'aéroport de Tunis, j'atterris, tu m'accueilles, et puis tu devrais me dire, bah, tiens, Dimitri, puisque tu es venu pour investir, je te conseille quoi? À toi. D'accord. Je ne le ferai pas de cette manière, hein, parce que je devrais d'abord savoir quelles sont tes compétences, quel secteur t'intéresse, quel domaine te passionne, parce que moi, je crois que l'entrepreneuriat, c'est d'abord aimer ce qu'on fait. Donc, je n'irai pas te proposer des secteurs comme ça tout bonnement, mais je pourrais te dire, répondre à ta question, tu me diras quel secteur porteur en Tunisie, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que vous avez d'intéressant, etc. Pour répondre à cette question, je vous montrerai d'abord l'écosystème. L'écosystème entrepreneurial qui est très dynamique en Tunisie aujourd'hui, où on a beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs, des banques, des fonds d'investissement, des entreprises, des institutions de microcrédit, des startups. On a beaucoup, beaucoup de startups aujourd'hui. On a de l'innovation. On a un écosystème d'innovation très dynamique et très intéressant. Et si vous parlez de secteur, je vous dirais, voilà, aujourd'hui, on a le secteur des technologies qui se développe d'une manière très intéressante et on a vraiment tout un cadre réglementaire favorable à tout ce qui est technologique. Nous avons aussi des secteurs comme l'agroalimentaire et l'industrie agroalimentaire, l'agriculture aussi, hein, mais surtout le secteur agroalimentaire pour la transformation des produits agricoles. Et puis, on a aussi le secteur des énergies renouvelables qui se développe d'une manière exceptionnelle et qui sont un peu dans le pipe du gouvernement. Donc, il y a des avantages pour l'investissement, il y a des encouragements, il y a pas mal de mécanismes d'appui et de mécanismes d'encouragement pour ce genre de secteur. Nous avons aussi tout ce qui est électronique, électromécanique. Nous avons pas mal d'entreprises multinationales dans le secteur de l'aviation, de l'automobile, etc., qui sont installées en Tunisie pour fabriquer des pièces de rechange et des trucs comme ça. Voilà, et puis le secteur du service qui se développe d'une manière générale, sachant que c'est un secteur quand même assez fermé parce qu'on a vraiment besoin d'améliorer, de mettre à niveau un peu ce secteur et d'améliorer la qualité des services, etc. Bien sûr, le tourisme, hein, mais bon, maintenant avec le tourisme, il y a le tourisme et le tourisme médical qui se développe très bien. On a un très beau pays. Je vous invite à visiter la Tunisie. On a un très beau pays avec des régions très différentes.
même en les voyant, on ne dirait pas que c'est le même pays. En nord, c'est quelque chose, au sud, autre chose. Au centre, on a de très belles plages, on a de très beaux sites archéologiques, on a vraiment le tourisme alternatif qui se développe d'une manière très sympathique. On a vraiment des maisons d'hôtes, du tourisme culturel, du tourisme écologique très sympathique. Voilà, on a du tourisme médical aussi qui se développe très bien. Nous avons de très bons médecins en Tunisie, de très belles cliniques, etc. Et il y a le tourisme médical qui se développe. Voilà, donc en gros, c'est ça en termes de secteur, en termes d'opportunités. Mais bien entendu, moi, je discuterai d'abord le profit de l'entrepreneur avant de l'orienter vers le secteur, son secteur de prédilection. Ah ben, super, bah, écoute, c'est exactement ça. Alors, tu as parlé tout à l'heure au niveau secteur service, et ce qui, moi, a attiré mon attention, tu m'as dit c'est un secteur fermé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne se fait pas bien qui pourrait bien se faire demain? Ah, qu'est-ce qui se fait pas bien? Qu'est-ce qui peuvent, dans quel sens, Dimitri, Au ta niveau question? service, tout à l'heure, tu as parlé des services. Alors, c'est vrai que le secteur du tourisme qu'on connaît bien, bon, voilà, il y a la crise sanitaire, mais quand on regarde la chaîne de valeur Il associée, y a Ouais. Ouais, voilà. il y a tous les services, qui sont là, qui se développent très bien. D'ailleurs, vous savez, les années 90, enfin, depuis les années 60 jusqu'à il y a 15-20 ans en arrière, l'industrie était dominante comme secteur, le tourisme et l'industrie étaient des secteurs dominants en Tunisie. Aujourd'hui, vous allez voir que le secteur du service est le plus dominant. Pourquoi? Parce que d'abord, j'inclus tout ce qui est technologique. Et comme je vous ai dit, on a un écosystème de start-up très, très dynamique. Et donc, il y a tous les services sont liés à la digitalisation, aux services, au digital, à la technologie, etc., qui est en boom en ce moment en Tunisie. Mais il y a aussi tous les services. On a les services à la personne, les services, bon, bien sûr, hôteliers et tout ça, mais on aimerait améliorer ça parce que, selon moi, on a toujours eu un tourisme un peu moyenne gamme, alors qu'on a de très beaux endroits pour faire du tourisme haut de gamme. Et là, on a besoin de plus de formation pour les gens, on a plus de faire des choses, d'améliorer la qualité du service pour faire du tourisme de haut de gamme. Voilà, et puis il y a tous les services, hein, tous les services aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé, les gens sont demandeurs de services, et puis on a vraiment de quoi faire. C'est pas ouvert parce que même si, il y a des implantations de sociétés de services en Tunisie, mais je sais que c'est un secteur qui n'est pas complètement ouvert comme l'industrie aujourd'hui. On peut avoir facilité rapidement l'investissement à quelqu'un qui vient monter une usine en Tunisie, c'est facile et c'est jouable. Pour les services et l'agriculture, c'est moins facile, c'est plus contraignant. Je crois qu'il y a un peu plus de contraintes que d'investir dans le secteur de l'industrie. D'accord. Ok, très bien. Alors maintenant, on va passer sur le côté Red Star parce que, tu vois, moi, quand je regarde aujourd'hui les startups, il y en a énormément qui se développent. Ils sont dans le développement d'applications, la fintech, on parle de toutes ces petites choses-là. Et c'est lié, je pense, avec la raison pour laquelle tu as dû créer Red Star. Mais moi, il y a une chose, c'est qu'on a l'impression que parfois, ces gens-là sont des bêtes à concours, c'est-à-dire qu'ils gagnent des prix, des prix, des prix. Et le lendemain, il n'y a plus personne. Euh, Ouais, Quel a été ton constat et comment tu en es arrivé à Red Star? très belle question parce que j'ai le même constat. Et je leur dis, je regarde de très près cette bulle des startups. J'espère que j'espère que c'est durable, hein, parce que c'est intéressant. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Il y a beaucoup d'agilité, beaucoup de proactivité. Ça change beaucoup des choses. On voit des services très intéressants aujourd'hui qui sont créés par des startups et tout ça. Mais tu sais, Dimitri, quand j'ai commencé à penser Red Start, j'ai pensé comme toi. Je me suis dit, oui, voilà, des chasseurs de primes, ils sont là dans tous les concours, on a les mêmes personnes, ils prennent des grants, ils prennent des choses, mais après, oui, je veux voir des success stories. Où est-ce qu'elle est l'unicorne? Où est-ce qu'elles sont les success stories aujourd'hui qui montrent que la startup, elle a doublé, ou elle a triplé, ou elle a multiplié par 100 son chiffre d'affaires d'une année à l'autre, etc. Où sont? Je les cherche, tu vois. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait le tour. Moi, j'ai vraiment passé 2 ans
avant la création de Restart pour dire quel serait mon positionnement. Aujourd'hui, en Tunisie, on a beaucoup, comme je vous ai dit, l'écosystème est très dynamique, il y a beaucoup de structures, d'appui publics et privés. Il y a des incubateurs, des accélérateurs, il y a des incubateurs étrangers installés chez nous, il y a des programmes financés par des bailleurs de fonds internationaux. Il y a plein de choses qui font que l'écosystème est très, il est, il est très, comment dirais-je, très concurrentiel parce que, vous savez, les entrepreneurs aujourd'hui, il y a tout for free, des formations gratuites et des accompagnements gratuits. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font où les gens sont tellement chouchoutés, ces startups, qu'on se dit, oui, mais quel est le résultat? Est-ce qu'on peut faire un peu stop et dire quel impact? Est-ce qu'on réellement rendre plus durable des entreprises? Est-ce qu'on a créé plus d'emplois, etc. Et étant donné que moi, j'ai aussi des PME, je me suis dit, allez, je vais me positionner dans l'accélération de PME. Parce que si on regarde un peu les statistiques, on va voir que nous avons plus de 92% de TPME en Tunisie, comme partout dans le monde, hein, chacun sa taille, mais on a une très grande majorité de TPME. On a, disons, 3 à 4% de grandes entreprises, de grands groupes locaux et internationaux, et puis on a beaucoup de secteurs informels. Bon, les startups, aujourd'hui, on ne peut pas avoir le poids c'est-à-dire on ne peut pas savoir aujourd'hui c'est combien, on n'a pas de pourcentage. Je sais qu'on a quelques centaines, genre 400 startups ou un peu plus, mais on ne peut pas dire que c'est 1% ou 10%. Alors, je me suis dit, voilà, il y a beaucoup d'aides pour les startups, il y a beaucoup d'aides pour pour les entrepreneurs, etc. Mais il n'y a pas d'aide pour accélérer des PME. Comme je vous ai dit, qui, comme moi, j'ai remarqué, comme j'ai remarqué pour moi à un certain moment, qui ont tête dans le guidon, ils ne se posent pas pour travailler sur une stratégie de croissance et aller vers l'international notamment. Ils ne savent pas lever des fonds, à part discuter avec le banquier, qui est aujourd'hui très frileux par rapport à tout financement. Et je me suis dit, voilà, je vais me positionner en tant qu'accélérateur pour travailler sur le développement des PME existantes qui ont un entrepreneur éclairé, qui connaît ses problèmes et ses limites et qui a envie d'aller plus loin, de grandir et surtout d'aller à l'international parce que vous savez, la Tunisie, c'est un petit pays. Si on ne se développe pas à l'international, on va stagner jusqu'à mourir avec une taille, comme je vous ai dit, soit très petite, soit moyenne. Et voilà, je me suis posé. Bon, maintenant, franchement, je ne vous cache pas que j'ai de la demande de startups qui souhaitent être accélérées, qui sont créées, qui souhaitent être accélérées. Je ne dis pas non si l'entrepreneur est bon, si le projet est intéressant. Je dis oui, au contraire, c'est pour un peu les connecter à ces PME qui, elles, ont besoin de se renouveler, de digitaliser et de vraiment faire des choses pour sortez du business as usual pour pouvoir grandir et aller vers l'international. Donc voilà, j'ai aujourd'hui dans mon pipe, dans mon réseau, des PME, des startups que j'accompagne. L'objectif final, c'est soit d'aller vers l'accès au financement pour gérer sa croissance, soit aller vers l'international, soit les deux d'ailleurs, parfois les deux, pour agrandir. Mais je le fais que lorsqu'on étudie toutes les opportunités qui se présentent à cette entreprise pour grandir, pour dire oui, on peut y aller, il y a du potentiel et je trouve que très souvent, elles ont du potentiel, mais elles savent même pas, elles ont même du potentiel au niveau local, je dirais même pas seulement à l'international. Même au niveau local, elles n'ont pas, ils sont pas saturés au niveau de leur marché, ils ont encore du potentiel. Donc, je les aide à développer le marché local pour ensuite aller vers l'international et puis si lever des fonds quand il s'agit de besoin de lever de fonds. Et aujourd'hui, celle que tu accompagnes, c'est dans quel secteur, s'il te plaît? Un peu de tout. Il y a comme je l'ai dit, des startups qui sont dans les tech, dans le health tech, dans les services, dans l'industrie. Il y a beaucoup, il y a des startups et des PME dans divers secteurs. Je ne suis pas fermée au secteur. Mon choix principal va vers l'entrepreneur lui-même et son engagement à vouloir changer,
hein, le change maker. Et le deuxième, c'est le deuxième critère pour moi, enfin deux autres critères très liés, c'est le potentiel du projet, du produit, du service ou autre, et sa capacité à innover, la capacité de l'entrepreneur et de l'entreprise à innover. Ah bah, c'est super, ça rejoint exactement nos valeurs African Valley, hein. Ibtikar en arabe qui veut dire innover. Exact, Voilà, exact. donc Bravo, on est ensemble. super, très bien. Et non, mais en tout cas, on se rejoint dans cette vision que tu portes et c'est pour ça que quand j'ai vu ton parcours et j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'est extraordinaire parce que c'est avec l'African Valley, c'est ce qu'on veut faire sur Paris à partir du mois Ouais, de janvier. On a parlé de ça la semaine dernière, c'est les Connecting Days avec cette idée de pouvoir connecter un pays et quand viendra le temps de la Tunisie, tu seras notre voilà, panéliste, même avec Zoom, pour pouvoir en tout cas merci, nous avec grand plaisir. inviter à venir investir dans ce beau pays. Et avant qu'on ouvre le micro pour que les gens puissent poser des questions, je voulais savoir quels conseils tu pourrais donner à toute personne qui veut se lancer aujourd'hui. Heu le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment, partir avec un esprit complètement ouvert sur, tout, hein. C'est un vrai entrepreneur est d'abord très curieux. Il veut tout apprendre, il veut comprendre tous les secteurs. C'est pas parce qu'on est sur un secteur qu'on ne regarde pas les autres. Il y a toujours des connexions possibles, entre les secteurs, entre les personnes et tout ça. Donc, vraiment une ouverture d'esprit, très, très conseillée, la curiosité et tout ça. L'envie d'apprendre aussi, parce qu'on apprend tous les jours. Moi qui entreprends depuis plus de 25 ans, j'apprends tous les jours encore, même de mes startups et des PME que j'accompagne, parce qu'ils sont dans divers secteurs, ils ont divers skills, diverses compétences différentes que la mienne, etc. Donc j'apprends tous les jours. La persévérance, parce que la vie d'un entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille où on va aller tranquillement, toutes les choses vont aller comme on les prévoit, etc. Entre la prévision et le terrain, c'est tout un monde, mais il faut être fort et convaincu qu'on doit réussir, qu'on va réussir pour pouvoir dépasser toutes les difficultés qu'on rencontre et les transformer, tous les challenges, les transformer en opportunités, en changement, en apprentissage pour améliorer les choses et des échecs aussi, hein. Moi, je dis toujours, surtout aux femmes entrepreneurs, parce que vraiment, elles ont une vraie peur de l'échec, hein. L'homme est plus courageux en termes de prise de risque, etc. Et de toutes les façons, il n'a pas le choix, hein, dans le sens où s'il doit entreprendre, il va entreprendre, quoi. Mais la femme, elle est plus frileuse par rapport à ça. Et je leur dis, l'échec, au contraire, c'est une école. L'échec, c'est une école, c'est une deuxième école, l'échec. Et donc, vous apprenez, vous faites mieux la prochaine fois, même si on perd de l'argent. Et alors, c'est toi qui l'as fait l'argent, tu l'as perdu, tu vas en faire d'autres. Donc voilà, c'est cet état d'esprit qu'on veut avoir. Et puis, franchement, être très humble, vouloir toujours apprendre, se faire conseiller, ne pas avoir peur de parler de son idée, de son projet, parce que j'ai souvent rencontré des entrepreneurs qui ont peur, mais ils disent qu'ils ont peur que leurs idées soient volées. Mais vous savez, on peut tous avoir la même idée de projet, mais elle ne sera jamais mise en œuvre de la même manière. Chacun sa façon, et puis chacun va innover dans un truc qui soit différent de l'autre. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment la persévérance, la passion pour ce qu'on fait. Parce que tu te rappelles, tu m'avais posé la question, quel secteur porteur? Oui, puis c'est pas seulement ça. Il y a aussi l'envie de ce qu'on veut faire. Si on fait quelque chose qu'on aime, on le fait bien, on le réussit. Si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on ne réussira pas. C'est aussi simple que ça pour moi. Donc, aimer ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut faire, être passionné par son travail, par son entreprise, par ce qu'il va entreprendre. Et puis, très honnêtement, être très ouvert au niveau du management, avoir vraiment des équipes qui soient s'entourer de gens qui l'aident parce qu'on n'a pas toutes les compétences. On peut avoir toute l'expérience, toute une vie d'expérience, mais on n'a pas toutes les compétences pour gérer une entreprise qui est complexe, qui a beaucoup de départements, même s'ils n'existent pas, mais qui doivent exister à terme. Et pour se développer, on doit être entouré de bonnes personnes, de bonnes équipes, d'une bonne équipe,
vraiment les encourager et avoir un type de management plutôt leader, pas en tant que patron qui va dicter la façon de faire, etc., mais plutôt les impliquer dans la prise de décision, partager avec eux, etc. Et c'est là où vraiment on commence à faire quelque chose qui est différente ou avoir une culture d'entreprise qui est orientée vers le succès. Ah bah merci en tout cas pour tous ces conseils et je crois que ceux qui doutaient parmi nous, je pense que là c'est bon, hein, ils sont requinqués pour faire un tour. Avant que je donne la parole à Serge, il y a Fadila qui posait la question suivante. Est-ce que la Tunisie se tourne vers l'Afrique pour son développement, c'est-à-dire vers les autres pays, l'Algérie, Maroc et puis aussi l'Afrique subsaharienne? Absolument, Fadila, tout à fait, c'est exactement ça. On va vraiment vers l'Afrique depuis quelques années. Enfin, je dirais pas vers l'Afrique, nous sommes en Afrique, hein, donc je dirais vers l'Afrique subsaharienne, vers nos voisins de l'Afrique du Nord, vers l'Afrique du Sud, etc. J'avoue que cette question m'est souvent posée. Pourquoi? Parce que j'ai des réseaux en Afrique, hein, en Afrique en général, j'ai des partenaires, j'ai des gens que je connais et je prévois de me développer encore plus sur l'Afrique. Alors, la question qui m'est posée souvent par les jeunes qui sont intéressés par notre continent, est-ce que c'est facile d'entreprendre en Afrique? Et malheureusement, je dois dire que non, surtout à partir de la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'on est handicapé par tout ce qui est logistique, transport et tout ça. On n'a pas l'habitude de commercer avec l'Afrique, malheureusement. On a plus l'habitude de commercer, de travailler avec, euh, avec l'Europe, hein, par habitude. On a beaucoup travaillé. Et donc, vous savez, nous, en Tunisie, pour aller vers l'Afrique, souvent on passe par l'Europe. Et ce qui est dommage parce que finalement, ça coûte plus cher en termes de transport, on n'a pas ce qu'il faut comme condition pour vraiment bien gérer sa logistique et son transport. Et ça, c'est vraiment problématique pour travailler avec l'Afrique. Bon, encore, c'est plus facile quand c'est sur les secteurs des services, etc. Et même pour nous déplacer vers les pays d'Afrique subsaharienne, c'est plus cher que d'aller vers l'Europe. Ça nous coûte cher de nous déplacer, d'aller rencontrer les gens, d'aller rencontrer des partenaires, etc. Ça nous coûte très cher. C'est beaucoup plus cher que ce qu'on fait pour l'Europe. Donc, nous, en Tunisie, en tout cas, depuis quelque temps, on essaie d'aller justement vers les pays africains et on n'arrête pas de dire à nos gouvernants de négocier pour nous vraiment des lignes aériennes, des lignes maritimes, de travailler un peu plus avec d'autres gouvernements en Afrique pour qu'on ait des avantages compétitifs, d'entrer dans des zones de coopération, etc., pour qu'on ait plus d'avantages et faciliter les échanges avec nos partenaires d'autres pays de l'Afrique subsaharienne et Ok, l'Afrique en du tout cas, Sud. merci Fadila, parce que là, tu viens de soulever un sujet qui, je pense, important pour les prochaines années pour la Tunisie, justement pour Absolument. permettre à ce que le marché puisse, comme on dit, changer d'échelle, comme tu le disais tout à l'heure. Et en effet, voilà, un bon petit sujet. Serge, tu peux prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais prendre la parole malheureusement pour très peu de temps parce que je suis en parallèle des cours donc toute la semaine et qui commence à 20 heures. Donc, mais je vais quand même poser ma question. Merci pour la présentation qui a été brillante et sans doute qui a soulevé pas mal de questions. Donc, moi, la question, c'est au niveau effectivement de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il y a souvent des freins au niveau de l'Afrique. Lorsqu'on veut entreprendre, on se pose beaucoup de questions et parfois on se décourage même au niveau des questions. Donc, ma question est celle-ci. Parfois, on dit pour investir en Afrique, il faut avoir des données, des informations sur le terrain Oui. pour éviter de se casser la figure lorsqu'on commence. Mais est-ce que vous, dans votre cas, vous avez eu besoin d'aller fouiller, on va dire, dans des répertoires, dans des institutions pour avoir les bonnes informations sur une idée de business dans un domaine bien précis, ou bien vous vous êtes juste lancé avec les informations que vous aviez à votre disposition? Alors, chez moi, j'ai commencé par me lancer tête dans l'eau directement. Je n'ai pas cherché à comprendre, je n'ai pas cherché à
des informations. Ça, c'était au début. Maintenant, quand j'entreprends, c'est différent. J'apprends de mes expériences, de mes erreurs. Maintenant, quand j'entreprends, je suis complètement dans la recherche d'informations. Et justement, pour revenir un peu à l'Afrique, on manque beaucoup d'informations sur nos pays frères et amis du continent, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, moi, si je vais, par exemple, je veux travailler avec une entreprise en Afrique, je vais chercher dans mon domaine, dans le domaine qui m'intéresse. Mais c'est rare où on trouve des informations pertinentes et suffisantes. Par contre, ce que je conseille souvent aussi, c'est d'avoir des gens sur place. C'est ça, c'est eux qui peuvent Oui, t'ouvrir la effectivement. porte. Ouais. Voilà, c'est eux qui peuvent ouvrir la porte, c'est eux qui peuvent donner des informations pertinentes sur le terrain, etc. Donc, du coup, moi, je crois plus à ce genre, au réseau qu'aux informations qui sont mises sur des sites qui sont souvent jamais updatés, très anciens, etc. Donc, moi, je suis quelqu'un qui croit énormément au réseau et je pense qu'en connaissant Dimitri, en connaissant Serge, en connaissant tel et tel et tel, je pense que j'ai plus de chances d'entrer dans un pays qu'à travers des recherches bibliographiques, on va dire. Ah, Ok. d'accord. Ouais. Merci beaucoup. C'est une très bonne information. Ben, malheureusement, je suis obligé de quitter, mais j'aurai la vidéo plus tard. Ben, merci Ah, beaucoup. super. Non, mais oui, tu fais bien, Douja, parce que figure-toi, je peux l'annoncer là, on vient d'avoir un partenariat avec l'Union africaine sur toute la partie données statistiques pour notre prochain événement qu'on lance. Donc oui, on va voir les Ouais. données et on va pouvoir communiquer, en tout cas aux personnes membres de nos réseaux, des informations par rapport aux pays amis et aussi avec le… Là, on est sur d'autres pistes avec d'autres partenaires, mais vous saurez très bientôt. Donc en effet, c'est comme ça qu'on a les informations. Eunice voulait prendre la parole. À toi. Oui, merci Dimitri, merci Douja pour la présentation. Ma question, je m'intéressais en fait à quel est votre business model, comment vous gagnez de l'argent, parce qu'on pourrait se dire que accompagner des startups, en général, les startups n'ont pas beaucoup d'argent. Et voilà, c'était juste ça. Quel est le business model que vous avez choisi dans votre contexte à vous en Tunisie? Merci pour la question, Nice. C'est très pertinent. Justement, moi, j'ai vu quand j'ai fait un peu mon étude de projet sur place localement, j'ai vu que les incubateurs et les accélérateurs qui étaient là, ils étaient plus créés pour travailler sur des fonds publics, c'est-à-dire qu'ils gagnaient des projets, qu'ils gagnaient des financements pour accompagner les gens, les jeunes et les entrepreneurs et les startups gratuitement, etc. Alors, moi, je n'ai pas voulu me baser sur ce modèle-là parce que ce n'est pas durable. Les donations et les dons ne sont pas durables. Du coup, j'ai basé mon business model sur trois services. D'abord, un service d'incubation. J'ai un coworking où j'offre des packs d'incubation, un service de formation pour les entrepreneurs, pour les entreprises, pour les corporates, etc. Donc, c'est des formations payantes. Mais bien sûr, moi, mon travail est axé franchement sur l'accélération. C'est ça ce que je veux promouvoir le plus. Et là, je suis payée, on signe un contrat avec les entrepreneurs que nous accompagnons et on est payé par success fees. Donc, on met des objectifs de levée de fonds ou d'accès marché. Et dès qu'on atteint des objectifs, ils nous payent sur des pourcentages ou des success fees convenus au départ. Dans mon pays, ils sont tellement habitués à ne rien payer parce qu'il y a beaucoup d'offres gratuites d'incubation, de formation, etc. Ils ne paieront pas d'avance. Mais si je fais un bon travail d'accompagnement et qui donne des résultats concrets, les gens sont prêts à payer. Et c'est comme ça que je fais. Merci, je crois que c'est très clair. Quelqu'un d'autre a une question? Ah, ok. Bah, donc, je pense qu'on a épuisé aussi nos questions. Alors, je regarde sur le fil. D'accord. Ok. Bah, je crois qu'on a épuisé nos questions. Tiens, il y avait juste une question de Fadila qui va nous amener vers la fin. Comment on fait
si on veut te contacter, Douja? C'est très facile. Je vais peut-être mettre dans le chat mon mail et mon numéro WhatsApp, par exemple. Tout à fait. Voilà, donc je le fais tout de suite. Excusez-moi. Donc, mon email, voilà, je donne mon email perso. Il est beaucoup plus court et plus rapide. C'est douja@topnet.tn. Et mon WhatsApp, c'est donc plus 216, pardon, plus 216 20 311 223. Voilà, vous avez ça. Et puis, vous avez mon site web de Red Start que je vais vous écrire ici. Comme ça, vous avez une idée sur ce qu'on fait. redstart.tn. Non, c'est pas juste. Ah, il y a Franck qui veut profiter aussi. Vas-y, Franck, pose ta question. Oui, bonsoir à tout le monde. J'étais un Bonsoir. peu dans les embouteillages, donc je n'ai pas tout écouté, j'ai tout en partie. Mais en tout cas, j'ai bien compris la fin. Du coup, moi, j'avais une question, c'est plutôt pour ma sœur qui évolue dans le domaine de la mode et qui rencontre souvent des problèmes, tout ce qui est commande de la réalisation de ses produits. Il est sous-traité généralement au Sénégal avec beaucoup de problèmes de non-qualité. Donc, en gros, il m'avait un J'entends plus là. Ah, Franck? On n'entend Allô? Oui, oui, c'est bon, vas-y. Donc, tu disais Allô? problème de non-qualité au Oui, Sénégal. en gros, il m'a un peu mandaté. Voilà, donc il m'a un peu demandé est-ce que je pourrais me renseigner, je lui ai parlé de la réunion d'aujourd'hui, elle est occupée, si je peux me renseigner du côté de la Tunisie, s'il y a voilà, des ateliers qui peuvent réaliser ce type de mission. Et comment nous sommes un pays qui a fait des années d'or en textile. Hein. Je peux lui présenter des dizaines et des dizaines d'ateliers qui peuvent faire un travail formidable. Et je pense que là, même nos donneurs d'ordre européens sont tous en train de revenir à la Tunisie. Hein. On a un savoir-faire très, très important. On a des marques qui fabriquent chez nous. Ah bah oui, 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 absolument. Je peux la connecter à beaucoup, beaucoup d'ateliers qui peuvent faire son bonheur, Franck. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, du coup, on profitera de prendre votre contact chez Dimitri pour que Avec grand elle puisse plaisir. l'utiliser pour faire. Voilà, c'est ça la puissance des réseaux comme ça, Ah bah after. oui, Merci je beaucoup. disais bien, c'est les réseaux. Autour d'un Ouais. écran comme ça, tu vois, tu as connecté le Mali, le Togo, la Belgique, la France. Donc, Ouais, c'est forcément, super ça ça. donne plein de possibles. En tout C'est cas, génial. merci à tous. Avant de nous quitter, j'aimerais juste vous partager un petit film pour encourager ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire sur la plateforme. Allez, je crois que vous avez l'écran et c'est parti. Eh ben voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, de vous rendre Super. sur la plateforme africanvalley.org, donc Bravo pour ce que vous faites. africanvalley.org. Et l'idée comme ça, c'est que nous voulons avoir des personnes avec un mindset positif, qui veulent changer la donne, qui veulent faire différemment de ce qu'ils ont pu faire par le passé, puisqu'on a tous fait des choses, on a réussi, on a tiré des conclusions et qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer tout seul et qu'on a besoin des uns des autres pour aller plus loin. Demain, vous savez que, voilà, par exemple, là, Franck avait un besoin urgent de trouver un partenaire dans tout ce qui concerne la confection. Et ben, en effet, la Tunisie est réputée pour cela. Donc, je pense qu'il va avoir un petit canal ouvert là-dessus. Et moi, je suis très content quand des opportunités comme ça d'affaires naissent, parce que c'est ça l'intérêt de pouvoir se connecter comme ça. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites avec les réseaux sociaux,
Parce que si on était resté dans l'ancien format, déjà, tu vois, on se réunissait à Paris, à côté de l'Opéra, tous les 15 jours. Mais aujourd'hui, on peut le faire toutes les semaines grâce au réseau. Et tu vois, on peut même développer des opportunités d'affaires. Et ça, c'est formidable. Absolument. C'est formidable, exactement, tout à fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous. Donc, la semaine prochaine, nous aurons comme invité Christelle Kedi. Donc, elle est styliste. Elle va nous parler, voilà, justement, et photographe, de comment, en fait, le business dans le bien-être, la santé et aussi tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour de la mode. Donc, ça va être très sympa. Donc, vous connaissez l'adresse. Donc, rendez-vous lundi prochain de 19h à 20h. Et merci à tous de votre participation ce soir. Et je ne sais pas, Julia, tu veux peut-être nous dire un petit dernier mot. À toi la parole. Je tiens à remercier tout le monde pour cet aimable accueil chez African Valley. J'ai été ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été longue, je n'ai pas été lourde. Tout ce que j'ai dit était intéressant pour vous. Et puis voilà, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour nous rencontrer en ligne ou en présentiel. En tout cas, il y a toujours des opportunités et des choses qui peuvent se faire. Comme tu as dit, il y a toujours des opportunités à saisir. Exactement. Alors, vous avez tous un petit bouton de réaction en bas. Est-ce qu'on peut tous lever le pouce par rapport à sa prestation parce que c'était formidable? Ah, merci, c'est gentil. C'est gentil, merci. Voilà, tous les écrans s'allument. Merci, c'est gentil. Merci à toi, déjà, franchement, c'était super, nickel. Il n'y a rien à dire. Donc, merci beaucoup à tous. Voilà. Et je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. D'accord, salut, au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.